Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne canal 10 télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité. On parlera de formation au sein de l'Université des Antilles ce soir, ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le lundi 13 mars 2023 et fatigués du déni de justice, la famille de Claude Jean-Pierre multiplie les actions devant le tribunal de Basse-Terre. Ils entendent dénoncer encore et encore le non-lieu requis par le procureur Xavier Sicot. Regardez. L'indignation face au manque de respect, au manque de considération du tribunal, de la machine judiciaire. On est avec la population est avec nous et comme tu l'as dit, le combat prend une autre dimension. Une autre dimension pourquoi ? Parce qu'on ressent l'agacement, on ressent l'énervement, on ressent vraiment la chaleur qui monte en nous et qui fait que de plus en plus on en a marre. On n'arrive plus à se contenir parce qu'il faut savoir que ça fait 2 ans et demi qu'on souffre. On a traversé vraiment toutes les émotions et aujourd'hui vraiment c'est un ras-le-bol. Et on est là, on est mobilisé, on a du soutien, donc on tient. On l'a toujours répété, on l'a toujours dit, le peuple est souverain, il a toujours été. Donc aujourd'hui, si les Guadeloupéens estiment qu'il n'y a pas lieu d'avoir un non-lieu dans cette histoire, alors on les invite avec nous sur le terrain. On est debout, on est devant le tribunal, c'est l'institution où les décisions sont prises. On a communiqué pendant 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi qu'on marche, ça fait 2 ans et demi qu'on raconte nos vérités. Ça fait 2 ans et demi qu'on fait de la pédagogie. Aujourd'hui, on a demandé juste à être reçu une audience auprès du procureur. On a encore eu du mépris. Donc aujourd'hui, à un moment donné, il faut dire stop. On l'avait dit, on prend nos responsabilités et chacun devra prendre la responsabilité de ses décisions. Aujourd'hui, on a été mobilisés devant le tribunal. On n'a pas demandé d'audience. On veut voir en fait jusqu'où va le tribunal. Donc là, on va demander une audience avec directement le juge, le magistrat instructeur, puisque le procureur estime qu'il a rendu ses réquisitions et qu'il n'est plus du tout dans le dossier. Donc on va passer directement à la personne qui a le dossier, qui est en possession de ce dossier. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le juge qui est en charge du dossier a les réquisitions du procureur ainsi que les observations de nos avocats. Donc à partir de tous ces éléments, elle doit donner une réponse. On attend sa réponse avec impatience et en fait, il faut qu'on maintienne cette pression pour que la réponse arrive le plus rapidement possible. On veut des réponses. On n'a pas eu de réponse, on a fait tout ce qu'on a pu, comme dit Christophe, on a été pédagogique, on a été pacifiste, on a tout fait dans les règles. Aujourd'hui, on bloque tout. Tant qu'on n'a pas de réponse, on ne bouge pas. Un reportage signé Olivier Félix. Et la section hôtellerie-restauration du lycée Hyacinthe Bastaro de Marie-Galante est en grève. Ces étudiants dénoncent le manque de matériel et de moyens, mais aussi une cuisine qui n'est pas fonctionnelle, de mauvaises conditions de travail qui mettent à mal leur préparation pour le baccalauréat. Regardez. Aujourd'hui, on s'est réunis pour faire une grève, pour déplorer l'état médiocre du lycée, de la cuisine. Et je vais commencer tout simplement par la cuisine, qui est en fait en travaux depuis depuis 2022, les grandes vacances de 2022. Et on nous dit chaque mois, qu'elle va être repoussée. Là, le dernier mot qu'on a eu, c'est qu'à la rentrée, elle va être finie. On verra bien. Moi, dans mon cas, je suis en terminale bac pro, je n'aurai pas le temps de voir cette cuisine. Mais les 3 ans que j'ai passés dans le lycée m'ont appris que la filière est malheureusement vraiment en déclin. On dirait qu'ils nous abandonnent, qu'ils nous laissent. Donc, je vais prendre un exemple concret. En seconde, j'ai fait des TP sur des crêpes, par exemple. Et cette année, on est revenu sur des crêpes. Donc, sur ce constat, je mêle plus mes profs parce que j'ai l'impression qu'ils ont un manque de compétences, un manque de capacité. Et surtout, ils nous rabâchent à chaque fois que financièrement, ils ne peuvent pas faire de commandes plus hautes, plus élevées pour qu'on puisse voir d'autres techniques. Alors moi, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Moi, c'est du pipeau. Dans le cas de la salle pour ma classe, leur prof est constamment absent. Il esquive en fait les TP. Il ne cherche pas à organiser de TP avec eux.
Et c'est quelque chose de déplorable, bien évidemment. Et quand il est en cours avec eux, il fait que raconter sa vie. Il ne veut pas approfondir sur les techniques, pour les apprendre autre chose. Donc, tout ça fait qu'on est obligé de tout apprendre en stage. Et que même quand on arrive en stage, ils nous demandent qu'est-ce qu'on connaît. On se retrouve sans rien, quoi. Par exemple, si on nous demande de faire des filets, on ne peut pas, on ne connaît pas. On est obligé d'improviser ou carrément de demander à notre tuteur comment faire le filet. Donc, vous voyez, 3 ans dans une filière dans laquelle on est censé connaître les filets de levier, un filet par exemple, on n'a rien. C'est déplorable et pour moi, c'est quelque chose de... Voilà. Et c'est pour ceci qu'aujourd'hui, on fait la grève. Et retour sur ce deuxième rendez-vous manqué entre la directrice du MACT, Laurella Rinson, et le président du conseil d'administration de la structure. Convoqué à un entretien disciplinaire, Laurella Rinson ne s'est pas présentée, de quoi rompre la confiance avec Harry Chalus qui indique devoir prendre ses responsabilités dans cette affaire et invite la directrice à faire de même. On l'écoute au micro de Maxime Morel. Pour la deuxième fois, la première fois, j'ai compris qu'elle nous a répondu qu'elle était absente. Je suis quand même président du MACT de la Guadeloupe, responsable de Madame Rinson. Elle aurait au moins, je dis, pu me dire qu'elle ne peut pas se déplacer. Je ne connais pas ses déplacements, je ne connais pas son fonctionnement. Aujourd'hui, nous l'avons encore pour la deuxième fois convoqué à un entretien de manière à ce qu'elle puisse justifier un peu ce que nous lui reprochons sur son fonctionnement, sur les problèmes qui existent au MACT, avec le personnel, avec l'inspection du travail. Et voilà, elle ne s'est pas présentée. Donc là, je prends acte et avec le conseil d'administration, nous prendrons une décision par la suite. Nous avons respecté la procédure comme le disent les statuts et maintenant, c'est à elle de prendre ses responsabilités. Nous prendrons nos responsabilités aussi. Et contacté par notre rédaction, Laurella Rinson précise que le sujet de la convocation n'était pas le fonctionnement du MACT. Et on enchaîne maintenant avec le séminaire des associations de la ville de Morne-à-l'Eau. Le séminaire, c'est une initiative qui est purement associative, dont le but est de faire en sorte que les associations puissent déjà se rencontrer parce qu'il y avait un constat qui a été fait qu'il n'y a pas suffisamment de rencontres entre elles. Donc l'idée, c'est qu'elles puissent se rencontrer, partager leur savoir-faire, partager des méthodes de travail et surtout communiquer sur leur activité. Au mois de juin, la mairie avait mis en place une grande concertation au niveau des associations. Et de là, après la restitution au mois de septembre, on a mis en place un COPIL, donc une commission avec des personnes de structure qui ont comme objectif en fait de mettre en application les projets qu'ont proposés les associations. Donc voir la faisabilité au niveau du temps, au niveau du coût également, les moyens nécessaires et de mettre une planification en lien avec la collectivité et de pouvoir justement planifier cela. Nous nous sommes rendus compte aussi qu'il y a beaucoup d'associations, mais qu'elles travaillaient chacune de leur côté. Alors des fois, il y a des associations qui veulent faire une manifestation, le même jour, il y a encore. Donc c'est pour mettre un peu d'ordre et puis les associations demandent aussi des informations au sujet des aides, au sujet du fonctionnement. Donc ce séminaire est bienvenue pour que les associations fonctionnent ensemble et puis reçoivent aussi les aides face aux demandes d'aide pour pouvoir fonctionner. La ville a voulu aussi mettre en place un accompagnement ingénierie pour leur permettre de faire émerger leurs projets. Parce que souvent, on le sait, les associations, ce sont des bénévoles les dirigeants ont leur propre métier et elles n'ont pas toujours le temps de se former pour pouvoir faire émerger leurs projets. Il y a beaucoup d'appels à projets qui se font actuellement. On sait que les subventions ne sont pas données comme cela. Elles sont données sur la base d'appels à projets. L'idée, c'est vraiment qu'elles puissent avoir tous les éléments d'accompagnement afin qu'elles répondent de manière précise à des appels à projets qui seront mis en œuvre, soit au niveau national, soit au niveau régional, mais aussi sur le plan local. Et on part pour l'inauguration du nouvel espace France Service de la ville de Trois-Rivières. C'est que ce soit du côté des élus, des collectivités, de la Poste, de l'État, c'est pouvoir apporter le service public à nos concitoyens. Et ça, c'est fondamental. Ce que j'ai dit dans l'introduction, c'est qu'on aura beau effectivement avoir des politiques publiques, faire de l'administration
Si on n'est pas capable d'apporter cette administration, d'apporter ces services aux gens qui en ont besoin, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, le rôle des France Services, c'est ça, c'est ce dernier kilomètre des politiques publiques. Voilà. Et donc, ça, pour ça, c'est vraiment des institutions très importantes. Et en plus, en Guadeloupe, on est vraiment en avance. Enfin, on est vraiment exemplaire dans ce domaine, puisque pour un territoire de cette taille, en parle de population, on a quand même 29 France Services, ce qui est beaucoup. On a maillé le territoire de France Services, donc tous nos concitoyens en Guadeloupe peuvent trouver aujourd'hui, pas loin, à 10-20 km de chez eux au maximum, une France Service, où on va leur apporter des services en matière de CAF, sur le plan social, sur le plan de l'urbanisme, sur le plan fiscal, sur le plan des titres de séjour, sur le plan, voilà. Donc il y a tout un panel de services qui est assuré. Et alors la France Service, c'est pas simplement les gens qui sont au guichet, qui est déjà formidable, c'est aussi derrière toutes les administrations. C'est-à-dire que quand on a un sujet un peu compliqué, de retraite, etc., eh ben on peut faire appel ou fiscal ou d'impôt, on peut faire appel effectivement aux gens qui sont pas là physiquement, mais avec qui on peut faire une visio, on peut avoir un entretien téléphonique quand on est sur un sujet compliqué. Voilà, donc voilà, donc on est vraiment en Guadeloupe, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment exemplaire et tout ça effectivement c'est porté par la Poste, c'est porté par les collectivités et c'est très bien. C'est une grande satisfaction dans la mesure où aujourd'hui la population de Trois-Rivières peut bénéficier des différents services. Donc nous remercions le partenaire La Poste qui, à travers déjà la banque postale, assure déjà l'accueil des Trois-Riverains, mais pour leur proposer déjà des produits financiers. Et là, c'est une nouvelle dimension qui permet à La Poste encore de recevoir la population de Trois-Rivières, mais afin de mettre à sa disposition les différents services de l'État. Donc c'est une satisfaction, ça permet de rapprocher ces services à cette clientèle, à cette population de Trois-Rivières. Et comme nous l'avons dit, la collectivité de Trois-Rivières sera aux côtés de La Poste là aussi. Quand il y a des initiatives en faveur de la population, nous devons en tant que politique prendre notre responsabilité. Nous allons le faire pour être aux côtés de La Poste, pour que là encore, que les services soient davantage aux côtés de cette population et que nous puissions espérer que les réponses qui soient apportées soient satisfaisantes pour tous. Voilà. Et maintenant, je reçois Olivia Ramoutard, vice-présidente de la commission développement touristique à la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, qui organise le 2e village des créateurs de la Riviera. Bonsoir Madame Ramoutard. Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de Canal 10 et singulièrement les auditeurs de la CAR, la Riviera du Levant. Alors avant d'en venir effectivement à ce 2e village des créateurs de la Riviera, j'aimerais faire quand même un petit point sur le tourisme, sur justement cette zone avec vous. Comment se porte-t-il ? On est passé, la période Covid était compliquée, on est un an après. Comment se porte la Riviera ? Eh bien mieux, et effectivement, après 2 années de difficultés, je crois que les curseurs sont au vert. Le tourisme va bien, la reprise est bel et bien là. Nos hébergements sont remplis, nos hôtels sont remplis, nos hébergements de proximité également. Les acteurs économiques sont contents, le touriste est là, et pour le plus grand plaisir de l'ensemble des acteurs du territoire. Après, il faut justement assurer la promotion de ces acteurs de territoire. Donc l'objectif de ce village des créateurs de la Riviera est de les mettre en avant. Comment ça va se passer pour cette édition ? Alors absolument. Alors vraiment, c'est une 2e édition. C'est un projet qui est porté donc par la CARL. C'est une vraie volonté du président Cédric Cornet de mettre en avant donc ce savoir-faire local, cette mise en avant donc des artisans et de leur talent, parce que il faut le dire, nous avons des talents et ce village des créateurs sera justement cette mise en avant. Il faut savoir que nous avons eu cette première édition qui s'est passée à Sainte-Anne et qui a remporté un vif succès. Et justement, la 2e édition va se passer donc cette semaine au Gosier. Et d'ailleurs, c'est de place to be, il faut être là. Parce que ce sera vraiment une action, une merveilleuse action avec à peu près une 30aine d'acteurs sur ce marché où vous allez pouvoir voir des artisans qui confectionnent, qui travaillent, qui créent. Et en fait, c'est ce qu'on veut voir aujourd'hui. Et c'est un très très beau projet que j'invite vraiment la population à venir découvrir ce vendredi.
Est-ce que les places sont comptées ou bien les artisans peuvent continuer effectivement à faire des demandes? Alors, ils peuvent continuer à faire des demandes, bien évidemment, et je donnerai tout à l'heure donc des coordonnées. Mais nous avons déjà, nous avons fait un appel à projet. Donc, nous avons déjà une trentaine d'artisans qui seront positionnés sur ce village. Donc, vous allez avoir une diversité de talents que vous allez pouvoir découvrir. Vous les considérez déjà comme des talents? Ah, mais ce sont pas des simplement talents. Des artisans. Ah non, ce sont des talents et il faut se le dire parce que ce village des créateurs va permettre de voir les personnes en train de confectionner, en train de faire. Et c'est ça le savoir-faire, c'est ce qu'on veut. On veut un peu se détacher du Made in China et Taïwan. On veut du vrai artisanat. On veut du Made in Guadeloupe. Oui, déjà. du Made in Guadeloupe. Et c'est vraiment le sens de ce projet que porte donc, le président de la CARL, c'est cette mise en avant donc, des talents guadeloupéens et singulièrement ceux de la CARL, évidemment. Alors, première édition à Sainte-Anne, vous l'avez dit, deuxième édition à Gosier. Techniquement, il n'y a pas de jaloux sur la CARL, donc d'autres éditions sont prévues. Absolument, absolument, et pas de jaloux sur la CARL, puisque de toute façon c'est un espace communautaire où il y a la notion d'équité. Donc le village des créateurs sera présent sur les 4 communes qui composent la Riviera du Levant. D'accord. Donc en décembre, nous l'avons eu à Sainte-Anne et aujourd'hui, nous le préparons pour vendredi et il va se passer donc sur le Gosier. Et c'est un projet qui répond réellement à 2 dimensions qui sont celles de la CARL. Une dimension économique qui est donc celle d'accompagner les artisans dans leurs projets, dans leurs démarches, mais également de promouvoir un peu leur talent, je l'ai dit tout à l'heure, donc de montrer leur savoir-faire. Donc le rendez-vous est donné, ce sera le vendredi 17. Absolument, le vendredi 17. Je donne d'ailleurs rendez-vous, je vais quand même dire un petit peu le programme, parce que dès 10h, on aura l'ouverture du village sur le parc de Calvaire au Gosier, donc avec l'installation des exposants et on va démarrer avec une foire culinaire, d'accord. Donc vous allez pouvoir vous restaurer, donc avec une performance artistique. Avec les artistes de la galerie d'art L'Art sans mêle, que vous connaissez, donc, qui vont créer une œuvre en live. D'accord. Donc on va pouvoir, je vous l'ai dit tout à l'heure, voir les artisans faire avec leurs mains. Ils vont créer. Donc en fait, on va avoir un live painting et donc avec cette foire culinaire en simultané. Donc toute la journée, c'est un événement qui s'inscrit donc pour la famille également, pour les touristes, parce que les parents pourront venir avec les enfants. Il y a des jeux gonflables toute la journée où les parents pourront acheter, découvrir, les enfants pourront jouer. D'accord. Nous avons les jeunes Guadeloupéens qui ont créé, vous savez, le jeu de cartes Font l'esprit Coco. Font l'esprit Coco, qui seront là, Damien Lurel, absolument, et qui vont donc animer cet événement, donc avec leur jeu de cartes très très sympathique. D'ailleurs, je les ai vus à l'œuvre à la Route du Rhum et je peux vous dire qu'ils ont eu un franc succès également. Ah, ils sont géniaux. Franchement, le concept du jeu est très intéressant. Absolument. Et donc, à partir de 14h, on va avoir l'ouverture du marché fruits et légumes, qui est habituel, d'accord. Donc, où on va pouvoir rencontrer, et là encore, ce marché, c'est la rencontre du direct producteur. Donc, j'invite encore les gens à se rapprocher de cet événement. Et à partir de 18h, on va avoir une prestation de danse avec l'association, la JSF, donc l'association des jeunes de Saint-Félix, d'accord. Et à 18h30, on va avoir un super show mode proposé par le salon Ivan Coiffure. Alors, j'insiste parce que ça va être un très beau show. D'accord. Un show mode avec Charlotte Youbi de la boutique Zabrico du Gosier, Jocelyn Lolia qu'on ne présente plus sous le nom de Macjo, Claire Baguidi de la boutique Mama Africa et Didier Saint-Marc. Alors tous les modèles qui vont défiler seront donc coiffés par Ivan Coiffure. Je vous invite à venir vraiment à ce défilé qui sera très prestigieux et vous serez très 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 content de découvrir ces beaux modèles. Donc voilà, et évidemment, on va avoir tout au long de cet événement une animation avec un DJ, DJ Vince, qui va donc animer l'événement du marché des créateurs, qui est un magnifique événement où j'invite vraiment l'ensemble de la population de la Guadeloupe à venir le découvrir, parce qu'il va se passer des choses à Gosier.
Merci voilà. beaucoup. Mais je profite encore de votre antenne parce que je ne peux pas quitter ce plateau sans remercier, au nom du président Cédric Cornet de la CARL, remercier les partenaires, puisque nous avons donc l'ADI, qui est un partenaire historique de la CARL, qui accompagne donc nos jeunes porteurs de projets qui souvent ne sont pas bancarisables. Et donc l'ADI est aux côtés de ces professionnels pour les accompagner dans leur cheminement, dans leur création d'entreprise. Et nous avons également, alors ça il faut le souligner, un acteur majeur qui est le SMT, qui met à disposition des navettes de 10h à 17h via les hôtels, d'accord, pour justement véhiculer les touristes pour venir à ce marché de la Riviera, ce marché des créateurs. Donc vous voyez, c'est vraiment... tout est prévu. Tout est prévu, tout est pensé, parce qu'on sait très bien que souvent on ne peut pas se garer et des fois on quitte l'événement parce que bon, on n'a pas de place. Et bien la CARL a pensé à tout. La CARL a pensé à tout, le président Cornet a pensé à tout et il a mis en place des navettes pour permettre aux touristes de venir donc visiter ce marché. Encore merci Olivia Ramoutard, je le rappelle, vice-présidente de la commission développement touristique à la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, de nous avoir présenté donc ce deuxième village des créateurs de la Riviera qui se déroulera donc ce vendredi 17 mars sur le parc du Calvaire. Merci encore. Merci beaucoup. Et la ville de Pointe-Noire, elle lance le Haut 1000 défi, la première édition de la traversée des Mamelles. Cette course individuelle en équipe de 19 km relie la section de Mahau-Petit-Bourg à celle de Mahau à Pointe-Noire. Plus de précision dans le reportage. C'est une innovation, elle est inédite, une course qui traverse les Mamelles à pied, ça ne s'était jamais fait. Et surtout qu'il y a un fort côté symbolique puisque cette course va relier la section de Mahau-Petit-Bourg à la section de Mahau-Pointe-Noire. Avec deux temps forts. Le premier temps fort qu'elle se courra en individuel, réservé à monsieur et madame tout le monde, dès lors qu'on a les dispositions pour pouvoir courir avec certificat médical et auto-licencié. Et puis le deuxième temps fort, ce sera une course de relais intercollectivité, les communes, les EPCI et autres régions départementales si elles le veulent. 8 personnes au départ, mais une équipe de 10 coureurs et qui auront à faire des portions de 2 à 3 km 800 pour pouvoir relier les deux sections de Mahau-Pointe-Noire et Mahau-Petit-Bourg. C'est une course sur route qui permettra aussi aux concurrents de s'affronter sur un parcours très sélectif, montagneux, vallonné, et qui permettra aussi d'autres formes de compétition et dont le sport a besoin, l'athlétisme en particulier, et qui permettra aussi de se pérenniser dans le temps, qui, je l'espère, se fera. Et on félicite Maxime Gauthier qui réalise une performance, à savoir un défi de 180 km à pied en 78 heures. Pendant plus de 3 jours, le coureur a fait un aller-retour entre Vieux-Fort et Sainte-Rose en coupant par la montagne. Regardez. Une envie d'écrire l'histoire à ma façon, avec ce que je sais faire, en tout cas de tenter, parce que c'était clairement pas gagné d'avance et c'est pour ça que je suis parti sur ces défis-là. Parce que pour moi, un défi perso, si on s'engage dessus en sachant d'avance qu'on va le réussir, c'est pas vraiment un défi perso. Un aller simple du GR, il y a déjà d'autres personnes qui l'ont fait, qui l'ont réalisé. Et je savais que je pouvais le faire aussi, non sans difficulté. Alors qu'un aller-retour, c'était l'inconnu absolu et je ne savais pas du tout si j'allais en être capable ou pas et à quel point j'allais devoir me dépasser, aller chercher au fond de moi pour pouvoir y arriver. Et ça a été le cas, c'est ce qui s'est passé. Et au final, ça a payé vu que on touche le fort ce matin à 3h30. On ne tente pas un défi comme ça du jour au lendemain sans s'y être préparé, etc. Il y a beaucoup de rigueur autour de ça. Ça fait à peu près 1 an que je sacrifie mon quotidien pour me préparer à mon projet global qui est le défi suivant, qui est le Tour de la Guadeloupe à pied. Et ce projet-là faisait partie de mes défis, on va dire, étapes de préparation. Et ça fait 1 an que je mange d'une certaine manière, je dors à une certaine heure parce qu'on peut se préparer aussi bien qu'on veut. Si l'alimentation et le sommeil ne sont pas bien, ça ne sert à rien, la machine va forcément casser à un moment. Mais oui, c'est beaucoup d'heures d'entraînement, beaucoup d'heures de repos, d'étirement. Il y a tout un tas de choses qui tournent autour de la performance. Il ne faut pas imaginer que je suis arrivé là jeudi soir 22h, je suis parti, je reviens aujourd'hui
c'est un miracle. Il y a beaucoup de choses derrière cette performance. Le mental joue un énorme rôle. En toute franchise, je ne saurais pas l'expliquer pourquoi, parce que je savais que c'était un défi en termes de chiffres énormissime. Ça représente 180 km de distance et 11 000 mètres de dénivelé positif. Donc j'imaginais que physiquement ça allait être hyper éprouvant. Ça l'était sur le moment. À certains moments j'allais hyper bien et à d'autres moments j'étais hyper bas en termes d'énergie, etc. Mais à l'arrivée, sincèrement, je ne sais vraiment pas comment l'expliquer, je me sens bien. J'ai pas mal aux jambes, enfin c'est sûrement dû à la préparation, etc. Mais j'aurais pas imaginé être aussi bien à la fin d'un défi comme ça. Alors que par contre mentalement, j'ai en toute franchise pris aucun plaisir à faire ce que je viens de faire là. Je le recommande à personne parce que le GR-G1, en mode trail en tout cas, c'est vraiment l'enfer sur terre. Il y a difficilement plus dur. Mais par contre c'est hyper gratifiant de réussir à se dépasser, à surmonter toutes les difficultés que cette randonnée peut vous mettre face et à aller au-delà de tout ce qu'elle va vous imposer. Et c'est ça pour moi qui est important, mais le mental joue, c'est 90% mental ce que je viens de faire. Vraiment fabuleux ce qu'il vient de réaliser, et puis c'est aussi une aventure humaine qui a été autour de tout ça, parce qu'il y avait un groupe WhatsApp avec près de 500 personnes dessus qui ont soutenu pendant toute la durée, avec des centaines et des centaines, des milliers même de messages, et vraiment énormément de bienveillance, que de l'amour, donc c'est chouette de voir que... je suis émue, c'est chouette de voir tout ce qui peut se créer autour de ça. Et pour revenir sur mes déclarations de vendredi dernier, à savoir, je cite, que France Télévisions devrait lancer une procédure de licenciement à l'encontre de Gilbert Pinsemaille, eh bien l'emploi du conditionnel montre les réserves autour de cette information initialement diffusée sur le blog CGC, spécialisé dans les médias. Une info qui n'est pas confirmée par la direction de France Télévisions, ni l'éviction de l'actuelle directrice Outre-mer, et non pas Wallace Cotra, que j'ai d'ailleurs cité par maladresse. Pour ce qui est du dépassement de compte de campagne du président de région, Gilbert Pinsemaille n'est aucunement partie prenante dans cette affaire. Il est en réalité cité dans l'appel à victimes au même titre que 25 autres entreprises ayant travaillé sur la campagne de 2015 pour la liste Changer d'avenir. Autre précision, aucune perquisition n'a eu lieu au domicile de Gilbert Pinsemaille. Les informations recueillies donc sur le blog CGC s'avèrent être erronées. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal, le Focus, on parlera actualité locale et de filières de formation au sein de l'Université des Antilles. Je recevrai entre autres Laurence Romana. Ce sera après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar que j'ai vu. Bonsoir à Perle de Caruquera, à Joël Bazit. Bonsoir à Marius Labissi. Bonsoir à Franck Abar au général. Bonsoir à Raphaëla Duflo, à Maggie Delaney. Bonsoir à Marie-Lou. Bonsoir également à Moïse Tézénas, à Tinatan Joe, à Liliane Campbell, à Mathurin Patrice Félicité, à Agnès Bolmain. Bonsoir également à Odile Zingilet. Bonsoir à qui d'autre? À Annick Rupert. Bonsoir à Ghislaine Calif. Et qui d'autre pour ce soir? Bonsoir à Marie-Hélène Borès. Bonsoir à Nicolas Mola. On va aller à la fin. Et bonsoir à Dominique Landry ainsi qu'à Chantal Miati. On se quitte pour une page de pub et on se retrouve tout de suite après.